Bonsoir Alma Dufour, Bonsoir. merci de nous accueillir ici à l'Assemblée nationale. Pas de rien. Non, Avec mais c'est vrai que plaisir. c'est assez sympa de tourner ce format Visiteur du soir en pleine nuit dans les lieux de pouvoir. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Maritime. C'est ça, tout à fait, Seine-Maritime. C'est compliqué de venir comme ça à l'Assemblée nationale quand on est Seine-Maritime, d'avoir deux vies, une vie différente à Paris, une vie différente là-bas. Alors, ce qui est compliqué, c'est surtout oui, les deux vies. Les deux vies, la différence flagrante entre justement cette enceinte, cet hémicycle qui est un peu coupé du monde, et le terrain qu'on fait en circonscription. Après, moi, j'ai de la chance d'être à 1h20 Ouais. de train de Rouen. Donc, c'est pas la circonscription la plus éloignée de Paris. Par contre, ma circonscription, après, pour accéder dans les Ouais. villes de ma circonscription, c'est toute une autre histoire. Je peux vous raconter la petite anecdote que ce dimanche, pour faire le tour de ma circonscription, enfin pour aller du nord au sud, c'est-à-dire faire 28 km, ça me prenait 2h30 Ah ouais. en transport en commun, ouais, genre l'équivalent d'un Paris-Bordeaux. Donc on voit vraiment une vraie différence entre Rouen centre-ville et sa banlieue. Et en fait, moi, je suis élue de la banlieue de Rouen, pas de Rouen même. En fait. Et donc c'est votre boulot en fait en tant que député peut-être d'améliorer les transports et d'améliorer l'accessibilité. C'est un de mes énormes chantiers. C'est un des chantiers un peu désespérants parce que ça prend un temps fou, c'est les infrastructures. Déjà, ça prend du temps. Ouais. En temps normal, mais en plus, les décisions de l'État sont contradictoires. Le gouvernement annonce des choses, puis recule, puis avance, puis recule. Les régions, ils n'y comprennent plus rien, les métropoles non plus. Et donc là, ça stagne et on me promet de ressusciter des lignes qui existaient il y a 50 ans, mais qu'en 2040, alors qu'on nous dit tous les jours que c'est l'urgence écologique. Voilà, donc ça, c'est un des gros chantiers que je mène, et effectivement, c'est très difficile. Ça sert encore à quelque chose la politique ou pas? Ah bah, évidemment. Là, je pense qu'on voit qu'on est en train d'entrer dans une succession de crises Ouais. assez profondes sur l'énergie. On l'a vu, le prix qui explose. Alors certes, il y avait le gaz et il y avait l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais il y a aussi eu la défaillance de nos réacteurs nucléaires, le fait qu'on ait organisé un marché européen libéralisé donc de l'électricité qui a fait exploser les factures bien plus que le coût réel de l'électricité. Ça, c'est la politique. Ça, c'est des décisions politiques prises depuis une dizaine d'années. Et comment on les contre alors avec la politique? Avec C'est la ça ma politique. question. Oui, Vous arrivez à bien sûr. les contrer? Nous, on n'y arrive pas encore parce qu'on n'est pas majoritaire. Ouais. On est avec la NUPES, le grand intergroupe d'opposition, le premier. On est 75 députés à la France Insoumise. Nous n'avons pas la majorité au Parlement, donc on essaye de se battre. Parfois, on l'emporte à quelques voix. Là, on a fait voter un texte pour retourner au tarif réglementé de vente justement de l'électricité pour les TPE. On aurait voulu faire beaucoup plus. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens qu'il faut se mobiliser, qu'il faut voter pour nous donner enfin la majorité qui permettra de changer les choses. Vous dites que vous êtes à la NUPES. Ça se dit NUPES, hein, c'est pas NUP, parce qu'il y a eu tout un débat, c'est NUPES. Je crois que c'est NUPES. Là, au début, on ne savait pas trop, mais je crois que là, ça y est, on est calé sur NUPES. Et donc ça se dit NUPES et ça existe encore. Ça se dit NUPES et ça existe encore. Vous savez pourquoi je vous demande ça? Parce qu'on a l'impression que ça a un peu explosé ce groupe. Les c'est européennes, toutes les forces de gauche. on avait prévu que ce serait difficile. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées, mais je pense qu'il faut bien comprendre que dès le fait que nos partenaires aient décidé de partir seuls aux européennes, ça a commencé à tendre, etc. Nous, par contre, je pense que la très grande majorité des députés qui sont élus avec l'étiquette NUPES veulent qu'elle continue et que les partis restent convaincus qu'on n'a pas le choix de présenter une candidature unique en 2027 et d'avoir un accord législatif, donc de renouveler la NUPES. Donc vous pensez à 2027, parce que là, les européennes, dans l'immédiat, si vos partenaires, les partenaires de la France Insoumise, parce que vous êtes majoritaire, hein, la France Insoumise dans la NUPES, sont partis, c'est qu'il y a bien des incompréhensions entre les uns et les autres, non? Moi, je pense pas. Je pense que malheureusement, malgré cet épisode très heureux qu'a été la signature de l'accord NUPES quelques jours à peine, dans une période d'urgence extrême. Vous arrangez l'histoire en quelques jours à peine, ça a été quand même, c'était vraiment, on avait l'impression d'un nouveau polar. Hein. Mais enfin, disons que les gens se sont mis vraiment autour de la table des négociations dans une dizaine de jours. C'est vrai. Après la défaite à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon à moins d'1%, quoi. Enfin, je veux dire, on a failli passer au deuxième tour, donc tout le monde a réalisé l'erreur magistrale qu'avait commis. Je suis désolée, nos partenaires, parce que pour le coup, on était la force qui était en mesure d'y arriver, pas les autres. Mais il faut comprendre quand même que malgré cet épisode-là, les partis restent quand même travaillés en interne par des enjeux de pouvoir interne, des factions, des courants. Le PS d'ailleurs s'est scindé un peu en deux très rapidement après la création de la NUPES lors d'un vote où Olivier Faure a obtenu la majorité, mais à ça, quoi, enfin à ras. Les Verts ont toujours fait comprendre que les élections européennes, c'était leur élection et que c'était le moment un peu pour redistribuer les cartes du rapport de force. Ce qui était vrai en 2019.
Ce qui était vrai en 2019, ce qui sera peut-être moins vrai cette année. On verra ce qui se passe. Non, mais je dis pas ça vraiment pas pour. C'est pas du tout pour leur envoyer des balles perdues. Vous auriez le droit. Non, parce qu'en vrai, je pense qu'en 2019, il y avait un moment très particulier sur l'écologie, avec beaucoup de manifestations pour le climat. Ouais. L'écologie était un sujet qui était vraiment porté par les Verts et par la France Insoumise. Et encore côté France Insoumise, c'était pas visible du grand public. Là maintenant, tous les partis ont fait leur aggiornamento écologique, et surtout aujourd'hui. On est en plein dans la crise écologique, on le voit avec l'agriculture, on voit avec l'électricité qui manque, les tarifs qui explosent, etc. Et donc les gens ont besoin, à mon avis, d'une ligne plus claire sur le social, c'est-à-dire de l'écologie populaire. Non, mais la priorité a peut-être changé aussi entre l'écologie aujourd'hui, il y a eu le Covid depuis, il y a eu les crises économiques, vous l'avez dit, la crise de l'inflation. Peut-être qu'aujourd'hui l'écologie, et on peut être un peu déçu, n'est plus la priorité des Français. Je pense que ça reste parmi les priorités. C'est sûr, mais pas la numéro une. La numéro une, c'est le pouvoir d'achat. Et la question de l'écologie impacte frontalement la question du pouvoir d'achat. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, l'écologie peut être le meilleur allié du pouvoir d'achat, mais il faut prendre des mesures drastiques sur l'agriculture, sur l'encadrement des marges, sur l'énergie. En fait, la transition écologique, pour la première fois, pourrait être bénéfique au pouvoir d'achat des Français, puisque, en fait, qu'est-ce qui a créé cette crise inflationniste en priorité? C'est notre dépendance à quoi? À une énergie fossile qui s'appelle le gaz. Et donc on sait aussi que le prix du pétrole augmente structurellement année après année et ne va pas redescendre probablement très bas. Donc chez moi, quand l'essence passe à plus de 2 euros le litre, les gens arrêtent de manger, enfin ils sautent des repas, ou des intérimaires arrêtent de travailler. Donc la dépendance aux énergies fossiles, dans un contexte géopolitique très tendu, est en train de provoquer un vrai problème de pouvoir d'achat pour les Français. Donc l'écologie peut être l'allié, mais il faut faire une écologie pas de classe, c'est-à-dire une écologie sociale, une écologie populaire, et qui aide surtout les classes populaires à accéder à la transition écologique. C'est ça l'enjeu, et je pense qu'effectivement la France Insoumise le porte très bien, en fait, cet enjeu depuis qu'on est élu au Parlement, et vraiment de toujours avoir attention que chaque mesure qu'on propose soit compatible avec les réalités des classes populaires. Notamment, je parlerai des zones à faible émission, qui ont beaucoup fait parler, où nous on dit que c'est inapplicable en l'état tant qu'il n'y a pas d'alternative en transport en commun, tant que le prix des voitures électriques est aussi élevé, etc. Ce dont on parlait en début d'interview, les transports en commun, les moyens de transport à mettre à disposition. Vous parlez des élections européennes. Je n'avais pas prévu d'ouvrir l'interview et notre échange par cela. Elles sont importantes, ces élections européennes. On a l'impression que tout le monde s'en fout un petit peu. Je vais même aller plus loin. Je lisais, comme beaucoup de Français, le journal Dimanche Matin, et je regardais les sondages. Je trouve ça hallucinant. On a l'impression que ça se polarise sur deux partis, le Rassemblement National et Renaissance, qui sont au-dessus de 20%, et en dessous, tous les partis. Renaissance, c'est pas au-dessus de 20%. Hein. Ils sont aujourd'hui autour de 18, 16, 19. Ouais, avec le Modem et avec Horizon. Hein. Oui, non, mais très bien. Mais ce que je veux dire, alors vous avez raison. Aujourd'hui, le RN est pas loin de 30. Oui, ça voilà. Renaissance, 16, 17, 18 pour les meilleurs sondages, et en dessous, tous les partis en dessous de 10%. Ça vous inquiète pas, en vrai? Alors nous, en fait, c'était quelque chose qu'on attendait. C'est-à-dire que si vous avez vu ces sondages, vous avez vu aussi que le taux de participation envisagé, pour l'instant, il est faible. C'est pour ça que je vous dis que tout le monde s'en fout, on a l'impression. En fait, nous, on sait que l'électorat des classes populaires, et notamment ceux qui votent le plus pour nous, se sentent très éloignés de cette élection. Donc c'est pour ça que la France Insoumise, traditionnellement, ne performe pas très très bien aux élections européennes, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire 22% à la présidentielle d'après. C'est l'erreur qu'ont commis nos partenaires en 2022 de penser que les européennes étaient un bon indicateur de ce qui pouvait se passer lors d'une présidentielle. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que notre électorat, plus jeune, plus populaire, s'abstient beaucoup plus à ces élections. Donc ça, c'est notre enjeu à nous, ça c'est notre croix à nous. C'est incroyable que les jeunes s'abstiennent plus aux européennes, alors que... Mais les jeunes s'abstiennent plus en général à la législative. Oui, c'est vrai. En fait, il y a, je crois, plus de 70% des moins de 35 ans qui n'ont pas voté. Si le taux de participation des jeunes avait été celui de la moyenne des Français, on aurait à la NUPES la majorité relative. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, on s'adresse surtout aux jeunes en leur disant... C'est votre destin qui se joue. Alors je comprends ce que vous dites, mais si tous les Français avaient voté, vous n'auriez peut-être pas la majorité relative non plus. Si. Non, mais si les jeunes avaient voté, oui. Mais parce que proportionnellement, encore une fois, c'est l'électorat jeune et l'électorat pauvre qui s'abstient le plus, c'est statistique. Et donc du coup, si. Moi, je suis convaincue, vu qu'on faisait des sondages où on était à 50%, les jeunes sont à 50%, voulaient voter pour la NUPES, s'ils avaient transformé... ces envies en réalité, on aurait sans doute la majorité relative aujourd'hui. Tous les moyens sont bons pour intéresser les Français aux élections européennes ou pas? Moi, je pense. Mais pour revenir sur pourquoi tout le monde s'en fout, je pense que
Mais vous répondrez à ma question après. Ça, bien sûr, vous je savez sais, pourquoi je vous demande ça. je vois où vous voulez en venir. Non, alors déjà, pour rebondir sur pourquoi les gens se désintéressent. Bon, déjà, il y a effectivement globalement la montée de l'abstention en général, des classes populaires et des jeunes. L'impression que les alternances de majorité, puis Macron qui a fait le grand rassemblement entre la droite et la gauche, qui est en fait maintenant la droite, ne change rien. Ça, c'est une chose, et ça vaut pour plusieurs élections, y compris les législatives. Il y a autre chose qui se joue, c'est que les gens ne comprennent pas très bien ce que ça peut changer, le Parlement européen, et comprennent assez bien que les règles européennes sont quand même fixées dans le marbre par des traités qui ont été signés par les États membres et pas votés par le Parlement de l'Union européenne, et que tant qu'on ne rentre pas dans un rapport de force un peu plus direct d'État entre États pour renégocier ces traités, le Parlement européen, c'est pas comme le Parlement en France, il n'a pas le pouvoir de décider, c'est pas lui le seul décideur. Il y a le Parlement, la Commission, et il y a le Conseil des États membres. Et en fait, ce sont des magouilles un peu diplomatiques entre les uns et les autres qui se passent à huis clos. Et ça, les Français et les Françaises en ont conscience, je pense. Et enfin, il y a aussi évidemment l'épisode du traité constitutionnel. On a voté contre et on est quand même passé en force. Donc il y a un désamour avec cette élection qui est aussi qu'on peut comprendre dans le fond. Une trahison ou pas? Oui, quand même, oui. C'est une trahison démocratique, qu'on le veuille ou non, qu'on ait été pour ou pas ce traité, c'est une trahison. Si vous faites voter le peuple par référendum... C'était quoi, c'était 2005, c'est ça? C'est ça, exactement, 2005. Et ça a marqué des générations entières. Et il y a, voilà, je pense que les gens ont intuitivement au moins, et certains très clairement, la conscience qu'en fait, l'Europe, ça se change par le rapport de force entre les États au sein de l'Europe et pas par le Parlement forcément de l'Union européenne. On a besoin, avant de revenir à ma question, on a besoin d'Europe ou pas? Vous en pensez quoi? Moi, je pense si elle change... Enfin, moi, je pense pas que moi, c'est la France Insoumise ne veut vous pas pensez quoi, sortir de l'Union européenne. Vous pensez quoi? Moi, je pense qu'on a besoin d'Europe, mais qu'il faut qu'elle change drastiquement et qu'il faut que les traités soient revus de fond en comble, j'insiste, notamment sur le modèle économique, très libéral, qui est inscrit dans les traités sur le rôle de la Banque Centrale Européenne dans la création monétaire et comment ça se passe. Ça aussi, c'est inscrit dans les traités, on ne peut pas y toucher. C'est des choses absolument déterminantes si on veut sortir de la crise du pouvoir d'achat, de la crise de la délocalisation industrielle, de la crise écologique. Et ça, il faut renégocier les traités. Et ce n'est pas le Parlement qui le vote. Mais si on arrive à ça, oui, évidemment, on est plus fort à 27 pays que et si on n'y arrive pas? Qu'est-ce qu'on fait? Si on n'y arrive pas, c'est ce qu'on propose, c'est qu'on désobéit jusqu'à ce qu'on y arrive, parce que personne n'a intérêt à ce que la France sorte de l'Union européenne. D'accord. Et alors, tous les moyens sont bons pour intéresser les Français à l'Europe? Moi, je pense que si vous parlez de la campagne d'inscription sur les listes électorales... Tout le monde vous en parle depuis quelques jours. Oui, mais justement, ça a plutôt bien marché, parce qu'en fait, on observe surtout que le gouvernement ne fait pas le travail d'alerter les gens sur l'inscription. Pendant déjà la présidentielle et la législative, c'était nous, par exemple, les militants LFI, on devait faire des porte-à-porte avec des CERFA d'inscription sur les listes électorales, parce qu'on sait qu'il y a des partis qui ont intérêt à ce que l'abstention continue. Pendant les législatives, il y avait une campagne du gouvernement pour s'inscrire. Alors peut-être qu'elle ne marche pas derrière. Elle n'était pas très... Franchement, ils n'ont pas mis les moyens. Ils ont changé l'heure du vote. La présidentielle, les bureaux de vote fermaient 1 heure après. À la législative, 1 heure avant, c'était pas clair. Il y avait des heures de fermeture qui sont pas les mêmes. Alors ça, après, c'est les conditions de vote. Mais moi, j'ai littéralement vu des gens se faire refouler aux législatives parce qu'ils sont venus à la même heure qu'à la présidentielle et le bureau était déjà fermé. Ça, c'est des choses qui arrivent. Des gens mal inscrits qui ne le savaient pas. Enfin, il n'y a pas un effort politique réel mis sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que l'abstention bénéficie aux partis de droite traditionnels et aux partis macronistes. Quand on voit que c'est... Pas l'extrême droite? L'extrême droite, c'est plus compliqué. C'est un parti dont une partie de l'électorat s'abstient aussi plus que la moyenne. Mais les macronistes, c'est sûr que c'est les CSP+, et les seniors, c'est ceux qui votent le plus. Donc forcément, eux, dans cette répartition-là, avec ce taux d'abstention-là, leur poids réel dans la société est grandi par rapport au nôtre. Donc ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts que nous à lutter contre l'abstention. Et sur la campagne, quand même, moi je vais vous donner mon sentiment. Je la trouve gênante, cette campagne. Comme j'avais trouvé d'ailleurs, il y avait une campagne, il me semble, écologiste, où ils visaient les bobos, les retraités. Les boomers. Les boomers, exactement. C'était pour les régionales? C'était pour les régionales, il me semble bien. Je les trouve gênantes, ces campagnes, parce qu'on stigmatise des gens. Alors que vous mettiez Manuel Valls, lui il vote, est-ce que vous allez voter? Mais alors, c'est un homme politique. Mais les journalistes? Alors, non, mais c'est pas les journalistes. Non, mais c'est quelques journalistes, même d'accord, mais vous mettez une étiquette sur eux. C'est une cible. C'est pas une cible. Attendez, ce sont des éditorialistes déjà. Alors, certes, ça fait partie de la profession du journalisme,
mais ce sont des gens qui passent depuis une dizaine d'années à la télé quotidiennement, dont le visage est connu de tous les Françaises et les Français, pour exprimer des opinions. Non, mais donc ils sont comptables de ces opinions devant les Françaises et les Français, et afficher leur visage sur un tract, ça ne va pas leur mettre une cible dans le dos. Un tract qui dit « Votez, inscrivez-vous sur liste ». Non, mais vous mettez Est-ce que le vote est une agression ? Non, c'est parce que je vous ai dit. Non, mais parce qu'on dirait qu'en fait, les reproches qui nous sont faits, on dirait que c'est ça. C'est-à-dire comme si on les stigmatisait. Ils ont une opinion qui a une couleur politique, mais vous vous rendez bien compte que... Et ils la diffusent à la télé depuis 10 ans. C'est pas... Non, mais c'est votre regard. C'est votre écoute de ce qu'ils disent, de leur édito. Mais vous vous rendez bien compte que vous mettez pareil Bernard Arnault. Ça se trouve, il vote pour vous, hein, vous savez pas. Ça m'étonnerait. Vous n'allez pas me faire croire ça. Non, mais ça m'étonnerait. Mais ça veut dire que... Non seulement il vote pas pour nous, mais il est propriétaire de médias et il contribue... Bernard Arnault, Et oui. Ouais, c'est pas le plus gros propriétaire de médias, mais quand même... Les médias sont détenus par une poignée de milliardaires qui, depuis une dizaine d'années, font en sorte de décrédibiliser toutes les thèses économiques que l'on peut porter, quand bien même elles sont soutenues par des économistes chevronnés, quand bien même notre programme a été validé par plus de 500 économistes. Enfin voilà, c'est une guerre. Vous n'allez pas faire croire qu'on est dans une guerre, qu'on n'est pas dans une guerre idéologique et que ceux qui détiennent les médias n'ont pas des intérêts derrière. Ça très bien. Mais sur les journalistes, les éditorialistes. Non, mais Nathalie Saint-Cric, elle est journaliste. Mais elle est journaliste. Elle est journaliste. Mais... Et donc vous mettez... Moi, ça me gêne énormément de voir son visage sur une affiche en disant « Elle vote ». Christophe Barbier, qu'on soit d'accord, effectivement, ils donnent leur avis. Mais du coup, comment vous le comprenez, vous ? Parce que moi, ce que je comprends, c'est dire, elle a des opinions. Mais imaginez, on aurait fait ça dans le sens inverse. Elle va voter pour défendre ses opinions, voter pour défendre les vôtres. En quoi c'est une agression ? Parce que ça veut dire que vous lui mettez... C'est pas une agression. Je dis, vous mettez une cible sur elle en disant... Une cible, c'est un mot fort. Ok, alors, très bien, je reviens sur ce mot, mais en tout cas, vous la montrez du doigt. On est d'accord ? Vous la montrez du doigt en disant elle va voter, elle vote pas comme nous, elle pense pas comme nous. Je pense que c'est assez clair. Mais vous en savez rien. Mais bien sûr que si, elle l'exprime depuis des années. Mais vous en savez rien, elle est sur le service public. Et alors, elle exprime quand même des opinions sur le service public. C'est vous qui pensez ça. Mais je la regarde comme tous les Françaises et les Français. Enfin, je vois ce qu'elle dit. Mais moi, ce qui me dérange, en fait, il y a une limite entre montrer un politique. Je vous ai dit, Manuel Valls, je comprends, vous avez raison, c'est sûr qu'il votera jamais pour vous et qu'il ne pense pas comme vous. Dire lui, il va voter pour autre chose que vous. Allez voter. Faire ça pour des journalistes, pour des hommes d'affaires, pour des gens comme ça. Je trouve que c'est La dernière fois qu'on a montré du doigt des journalistes, qu'on a dit qui... Quel journaliste ? Je vais y venir. La dernière fois qu'on a montré du doigt des journalistes ou qu'on a dit qu'on n'était pas d'accord, que c'était pas bien, c'était 2015. Et on connaît le résultat final de 2015. C'est qu'on a montré des doigts des journalistes d'une rédaction qui faisaient des caricatures. Qu'on soit d'accord, pas d'accord. Non, mais vous pouvez pas faire des parallèles pareils. Un petit peu quand même. Mais enfin, c'est pas possible de dire un truc pareil. Mais là, vraiment, ça, c'est ce que je reproche globalement à l'ambiance médiatique autour de mon mouvement politique, c'est qu'on dirait qu'on dit dire aux gens inscrivez-vous sur les listes électorales et votez, c'est dans la tête des journalistes, ce serait comme si on disait... Mais vous imaginez la violence pour un journaliste de voir la violence de dire voter ? Non, de voir son visage sur une affiche d'un parti politique. Son visage passe à la télé tous les jours. Un parti politique, d'être associé à ça. C'est tout... on a le droit de pas être d'accord. Et encore, il n'y a aucun qualificatif négatif sur l'affiche, on dit juste elle vote, donc comprenez vous comprenez ce que vous voulez de ses opinions, ça veut dire est-ce que vous votez ? À quel moment dire aux gens, encore une fois, de s'inscrire et de voter, c'est une agression. On dirait qu'on se retrouve en dehors du champ démocratique. Non, parce que vous faites des comparaisons qui sont quand même très graves. 2015. Mais parce qu'on montre du doigt des journalistes. Et qu'on dit qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, donc il faut aller voter. Vous pensez que... Dans des têtes d'esprit faible, ça peut pas... D'esprit faible ? Mais oui, mais ça arrive. Des gens qui... Mais vous pensez... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'il y a des gens qui... Si les gens regardent la télé et connaissent ces personnes, ils comprennent les opinions qu'ils expriment depuis une dizaine d'années, oui ou non ? Mais c'est des éditorialistes, c'est pas. Enfin, je veux dire, et Pascal Praud, par exemple, il a pas besoin de nous. Je vous ai pas cité Pascal Praud. Peut-être Nathalie Saint-Cric est un cas un peu à part. Elle est peut-être plus journaliste qu'éditorialiste, mais les autres, Christophe Barbier n'est pas d'extrême droite, ça n'a rien à voir. Il est par contre très libéral en économie. Il l'assume, c'est son rôle, il le dit, il n'y a pas de problème. Donc si vous n'êtes pas d'accord, et lui ça fait 10 ans qu'il est à la télé, et c'est d'ailleurs quelqu'un que je trouve très sympathique à titre personnel. Non mais c'est j'entends. Donc à chaque fois je le croise sur les plateaux, il est adorable, enfin c'est pas le sujet, mais il exprime des opinions tranchées économiquement parlant depuis 10 ans. Les Français sont pas des débiles, ils regardent la télé, ils savent très bien qu'ils pensent ça. Quand on dit si lui il vote et vous posez la question, est-ce que les gens qui partagent mes opinions votent ? Est-ce que ceux qui ne les partagent pas votent ? Est-ce que moi je vote ? Voilà, c'est ça l'idée et parce que ce sont des relais d'opinion. Mais donc c'était pas maladroit. Pour terminer sur ce sujet, on n'est pas d'accord. Moi, je pense qu'au moins ça a le mérite d'avoir fait parler de la question de l'inscription sur les listes électorales et
Et que malheureusement, il fallait s'attendre à un océan d'indifférence, notamment médiatique et politique, sur la question de l'abstention, et qu'au moins ce pari-là, on l'a relevé. Voilà. Vous pensez que ça va aider On espère. il y aura un moyen de mesurer l'impact de cette campagne ou pas, vous pensez? Bah, écoutez, de toute manière, nous, Ce sera le vote au final, Bah, ce sera le vote final. Le taux de participation, notamment dans des quartiers, dans des territoires où on a fait des gros scores à la présidentielle, à la législative. Est-ce que ça s'est maintenu plus ou moins? On sait que ce ne sera pas les mêmes scores qu'à la présidentielle, les mêmes taux de participation. Mais est-ce que ça a augmenté depuis les dernières, etc. Oui, ça, ce sera une manière d'analyser notre impact sur le recul de l'abstention. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous auriez pu être député européenne, ça vous aurait intéressé? Être sur une liste pour les élections européennes? Honnêtement, les sujets sont passionnants. Ouais. Mais comme ce que j'ai dit, j'y crois aussi, le Parlement européen n'est pas le Parlement national. C'est-à-dire le pouvoir que les parlementaires européens ont n'est pas le même. Ils ont moins de pouvoir. Ils ont moins de pouvoir. Bah, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est tripartite la décision. C'est le Parlement, la Commission européenne et surtout le Conseil des États membres. Et a fortiori sur des thèmes comme la fiscalité, par exemple, où il faut l'unanimité. Par exemple, pour faire de l'harmonisation fiscale entre États membres. Donc, en fait, le Parlement a beaucoup moins de pouvoir au niveau européen que les parlements nationaux des États membres. Pourquoi je dis nationaux? Parce que j'allais revenir au Parlement français, qui est quand même bien corseté et qui est un des parlements qui a le moins de pouvoir des parlements nationaux européens, à cause notamment du 49.3. Donc, moi, j'aime le travail de député national parce qu'en plus, on a une circonscription. On représente des gens d'un territoire donné. Et même si on est les élus de tous les Français, on est obligé vis-à-vis des citoyens et des citoyennes d'aller les voir, d'être sur le terrain et d'être tout le temps en fait sur le terrain. Moi, je suis quasiment l'assistante sociale de ma circonscription. C'est pour ça que je vous disais au début, c'est pas dur de faire les deux en même temps. C'est très dur, mais en même temps, moi, je trouve que pour faire de la politique, il faut être au plus près des gens. Et donc, du coup, ce mandat-là t'oblige à faire ça, et c'est magnifique en même temps. Et le cumul des mandats, et on parle d'un retour de cumul des mandats en ce moment. Je suis parfaitement contre. D'accord. Parfaitement contre, parce que autant je peux entendre l'idée de dire que quand on a été maire, quand on est maire, on connaît les problématiques de gestion d'une commune et qu'on peut mieux les traduire au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple. Mais en fait, c'est impossible de faire vraiment bien sa tâche en une seule semaine, d'être à la fois maire et député. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on est obligé d'abandonner une partie de son mandat, souvent le mandat de député. Or, ce qui se passe dans l'hémicycle, c'est absolument majeur. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des rangs vides, des gens qui ne viennent pas. Voilà. Et ça, c'est arrivé pendant trop longtemps. On a des groupes parlementaires dont le taux de présence, les plus vieux groupes parlementaires, LR et les socialistes, sont en fait très peu présents par rapport aux nouveaux groupes parlementaires. Par exemple, on voit, c'est des anciennes méthodes politiques et c'est aussi des méthodes un peu clientélistes aussi qui s'appuyaient sur le cumul des mandats. Et puis, de façon générale, il faut absolument faire la place aux citoyens, aux nouvelles générations dans la politique. Pour que les gens aient envie de voter, il faut qu'il y ait un turnover, comme on dit, qu'on puisse être représenté, se sentir représenté. Et le cumul des mandats, pour moi, est un blocage à ça. Parce qu'on cumule les postes, maire, député. Voilà. Et c'est qui, du coup, voilà, il n'y a pas de place pour les jeunes qui arrivent, il n'y a pas de place pour les gens qui ont des choses à dire, des choses à porter. Alors vous nous dites que vous êtes sur le terrain. Je vous crois. Vraiment, vous pouvez vérifier si vous voulez. Un jour, je vérifierai. Vous êtes sur le terrain. Enfin, je vérifierai, non, parce que je vous crois. Il n'y a pas de débat. Mais il y en a, c'est vrai, qui sont peut-être moins sur le terrain, qui sont beaucoup à Paris. Et on dit d'eux qu'ils sont déconnectés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut arriver, ça? Est-ce que finalement, une expérience de terrain, avant d'être député à l'Assemblée, ne serait pas intéressante? Sans parler de cumul de mandats. Ah, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie avant d'être élu? Et ça, justement, je suis fière aussi d'appartenir au mouvement de la France Insoumise, qui a fait élire quand même beaucoup plus d'ouvriers et d'employés que Renaissance, que tous les autres partis. Il n'y a que le Rassemblement national, je crois, qui pareil, a mis plus de classes populaires que la moyenne des partis. Comme nous, on a à peu près, en fait, nos deux partis ont fait rentrer davantage d'ouvriers et d'employés dans l'Assemblée nationale que c'était jamais arrivé. D'accord. Et ça, pour moi, c'est fondamental dans le sens où d'où vous venez, de quelle classe vous venez, et il y a une distorsion, c'est que les élites sont surreprésentées dans le Parlement, dans le pouvoir, dans le gouvernement, partout, par rapport à leur poids réel dans la société française. Il y a beaucoup plus de CSP+ députés qu'il n'y a de CSP+ dans la société française, en proportion. Et donc ça, c'est très important, parce que quand vous ne connaissez pas les fins de mois difficiles, quand vous ne savez pas ce que c'est de faire vivre de gosses avec 1 500 € quand vous êtes une mère isolée, etc., vous êtes beaucoup moins sensible aux problématiques de pouvoir d'achat, aux problématiques de salaire,
d'inflation, et on le voit tous les jours à l'Assemblée. On a effectivement l'impression que Renaissance, qui est particulièrement élitiste dans sa composition sociologique, est complètement déconnectée de la vie réelle des Françaises et des Français dans leur grande majorité. On a reçu sur ce podcast Sandrine Rousseau, Aurore Berger, Julien Audoul. Le plus déconnecté des trois, selon vous, c'est qui ? Qui est-ce ? Aurore Berger. Ah ouais ? Je pense. Après, Julien Audoul, j'avoue, je le connais pas trop. Je trouve qu'il prend la parole sur des sujets très extrême droite, des marqueurs, mais je l'entends pas sur le social. Je sais pas qui c'est en fait, Julien Audoul. Ok. Mais par contre, Aurore Berger, je l'ai bien observée depuis pas mal de temps et je la trouve quand même très très déconnectée. Oui. Pourquoi vous dites ça ? Mais parce qu'elle appartient, encore une fois, elle était présidente de ce groupe Oui, c'est vrai, elle était présidente du groupe Renaissance. Donc, du coup, on va lui attribuer quand même la responsabilité des votes du groupe Renaissance, au moins jusqu'à ce qu'elle parte. Ce sont des gens qui ont nié d'abord la crise du pouvoir d'achat, qui ont dit que l'inflation allait baisser. Ça fait 1 an et demi qu'ils nous répètent que l'inflation allait redescendre, etc. Ouais. Qui ont dit que si on disait juste prime de partage de la valeur, qu'on disait aux grandes entreprises de partager la valeur avec leurs salariés, ça allait bien se passer. Résultat des courses, les salaires réels des Français... le salaire réel des Français moyens baisse, c'est l'INSEE qui le dit, donc qui ont laissé les Français s'embourber dans la pire crise du pouvoir d'achat depuis 40 ans, avoir la corde au cou. Maintenant, c'est la crise du logement qui prend le pas. Voilà, ils sont en train de créer une société où les gens vivent moins bien qu'avant. Et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a des sujets où vous vous rapprochez, par exemple l'IVG dans la Constitution. C'est un projet qu'elle porte. Si j'ai bien compris aussi, votre président de groupe, Mathilde Panot, le portait aussi depuis longtemps. Depuis longtemps. Ouais. On a la primeur de cette intention et du fait de voir loin. Mais donc c'est bien quand la politique elle fonctionne comme ça et tout le monde. Mais heureusement que sur certains sujets. Donc elle est pas si une question. Sur certains sujets, elle n'est pas si déconnectée que ça. Alors sur ce sujet-là, non, mais sur le sujet du social, oui. Mais c'est pas du social, l'IVG dans la Constitution ? C'est pas du social en termes de revenus, c'est du social en termes d'égalité. D'accord. Des droits et des droits des femmes. Mais ça, c'est du social aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je parlais de la déconnexion sur la question du revenu et de la classe sociale, donc la classe économique surtout, où là, effectivement, Renaissance est complètement déconnectée de la réalité de la majorité des Français, ouvriers, employés et même classe moyenne. Il n'y a rien de bien, ils n'ont rien fait de bien sur l'économie, pardon ? Non. Rien ? Vraiment rien. Même pendant le Covid, parce que pour le coup, on est en train de payer. Mais j'étais pas élue pendant le Covid. Oui, c'est vrai. Vous êtes élue depuis 2022. Non, mais alors pendant le Covid, effectivement, la France a été généreuse en termes d'aide. Parfois même de façon un peu incontrôlée, un peu n'importe comment, ils ont arrosé. Qu'on est en train de payer aujourd'hui, vous croyez ? Bien sûr. Je veux dire, si Emmanuel Macron nous fait la leçon sur la dette en permanence, c'est quand même lui qui a le plus creusé la dette de toute l'histoire des gouvernements. Alors certes, oui, il y avait une crise majeure, ça c'est vrai. La question, c'est que la majorité des dépenses publiques, elles ont été faites en prêt garanti par l'État. Qu'est-ce que c'est un prêt garanti par l'État ? C'est-à-dire que vous mettez une garantie financière de l'État pour pousser des gros acteurs privés, en l'occurrence des banques, à intervenir pour stopper la crise. C'est-à-dire que l'État, toujours l'État filet de sécurité pour les grandes multinationales, s'endette pour que les grandes multinationales, là en l'occurrence les banques, fassent leur rôle, qui serait d'empêcher l'économie de s'effondrer. Et c'est ça ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, c'est que quand il s'agit de sortir l'économie de la crise, il balance beaucoup d'argent. Ouais. Mais pour qui ? Pour le CAC 40. Et après, c'est aux Françaises et aux Français de payer l'addition dans les coupes dans les services publics, dans la santé, dans l'enseignement, dans l'écologie aussi. Récemment, vous me parlez d'Emmanuel Macron, une réforme, quelque chose de bien que vous retenez depuis que vous êtes élu ? Rien ? Alors, vous avez le droit de me dire rien. Alors franchement, l'IVG, j'aurais bien voulu dire, mais le problème, c'est que ça vient de nous depuis très longtemps et qu'on a dû se battre contre eux pendant le précédent quinquennat. On a même d'ailleurs des extraits de Yael Braun-Pivet qui disait « Ah, mais moi, je vois pas du tout l'intérêt de constitutionnaliser le droit à l'IVG. Personne ne menace ce droit. » Enfin, de nier complètement la montée de l'extrême droite en France. D'ailleurs, donc, du coup, l'IVG, au passage, 40 députés RN ont encore voté contre. Hein. Oui. Enfin, il faut le dire. Il faut le dire pour les gens qui oublient ce que c'est le RN en fait, que le RN, quand on leur pose la question, la moitié de leur groupe quasiment vote contre la constitutionnalisation de l'IVG. Et l'autre moitié s'abstient ? Et l'autre moitié, je crois qu'il y en a qui se sont abstenus et certains qui ont voté pour. Très bien. Alors donc l'IVG, non, c'est pas une bonne. C'est pas à mettre à leur crédit en tout cas. Disons que c'est pas à mettre à leur crédit, voilà. Quelque chose de bien. Franchement, rien. Je cherche vraiment. Et c'est pas. Non, mais je vous jure, là, rien ne me vient. D'accord. Et c'est pas politicien. Et c'est triste à dire. C'est triste à dire. Par exemple, là, je vous citerai Horizon, qui, là, pour le coup, propose quelque chose qui va venir, dont je suis chef de file demain. C'est une proposition de loi pour encadrer la fast fashion. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est très bien. Voilà, par exemple, je suis capable de le dire quand ça amène... Et de voter pour. Et bien sûr qu'on va voter pour. Mais du côté de Renaissance, sur le social, sur l'environnement,
sur tous les sujets, on est allé de mal en pis. C'est une catastrophe. Et je n'ai rien à mettre à leur crédit aujourd'hui, malheureusement. Donc vous avez le droit. Vous avez le droit. Et je crois que beaucoup de Françaises et de Français sont quand même assez d'accord. Il a été réélu. Oh oui, il a été réélu, oui. Et on verra sur les européennes. Il a été réélu face au RN, avec quand même une abstention à plus de 30%. Non, mais on revient toujours à la discussion de la participation de toutes les Françaises et les Français à l'élection, qui se rétrécit d'année en année, et qui fait que je ne conteste pas sa légitimité de président de la République. Il est président, il est élu, c'est pas le sujet. Néanmoins, on doit toujours se poser la question, représente-t-il vraiment les Françaises et les Français? Et par exemple, la réforme des retraites, c'était pas dans son programme pour se faire élire en 2022. Ah si, quand même. Ça, vous exagérez, là. Il était un peu revenu dessus quand même. En 2019, il avait dit non. En 2022, il a dit qu'il la ferait. En 2022, sur la campagne. Et au second tour, il a dit... Mais je dis pas que tout le monde adhérait, attention. Que le vote des personnes de gauche l'obligeait. Bien sûr, mais il n'a pas dit qu'il reviendrait sur la réforme de retraite à ce moment-là. Mais vous avez raison, sans doute, c'est même pas sans doute, il ne représente pas tout le peuple français. Et il y a un vrai problème démocratique et de crise démocratique dans notre pays, je suis d'accord avec vous. On parlait des européennes tout à l'heure. Avant de venir, j'ai vu que votre liste avait été annoncée. Quelques noms en tout cas, notamment un. Rima Hassan. Vous êtes heureuse? Très. Pourquoi? Parce que c'est une des rares voix palestiniennes en France qui porte, qui est écoutée, elle a fait l'objet de campagnes de diffamation très très violentes. On a besoin de voix comme elle. Avant même ce qui s'est passé le 7 octobre et la riposte israélienne, c'était quelqu'un qui portait une voix très intéressante sur la question des réfugiés en général, et évidemment sur la question des réfugiés palestiniens. C'est quelqu'un qui représente une jeune génération aussi, qui est très très touchée par la cause palestinienne, qui vit ce qui est en train de se passer comme une épreuve morale terrible, en fait, puisque c'est un génocide. Et maintenant, je pose les mots parce que quand la Cour internationale de justice a dit risque de génocide, on n'était pas encore au degré d'affamement de la population gazaoui qui est actuelle. En fait, le problème, c'est que là, il faut vous visualiser que ça fait 5 mois qu'il n'y a plus de nourriture qui rentre et qu'il n'y a plus d'eau potable. Donc, on va finir de dizaines de milliers de victimes, on va passer rapidement à des centaines de milliers s'il ne se passe pas quelque chose très vite. Donc, j'assume ce mot et je le pèse. Je sais ce que ça veut dire. Et c'est terrible pour toute une jeune génération, parce que je crois que c'est la première fois qu'on voit autant de vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Donc, on voit ça se passer en temps réel sous nos yeux. Et l'impuissance que ressentent beaucoup de gens rend un peu fou. Et on a l'impression que notre morale, du coup, elle se désagrège là-dedans. Et donc, pour nous, c'est une fierté que cette cause-là soit représentée par cette figure qu'est Rima Hassan, et qui est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance. Ces propos, quelques-uns de ces propos, en tout cas, ne vous ont pas dérangé, ils ont choqué certaines personnes. Lesquels? Sur l'action légitime du Hamas, où elle dit que c'est vrai. Sur la légitimité, elle a dit ça comme ça, texto. Quand on lui a posé la question, est-ce que le Hamas mène une action légitime, elle dit oui, c'est vrai, oui, je le pense. Avant ou après le 7 octobre? Après le 7 octobre. Par exemple, de la rivière au Jourdain, sur l'État palestinien, donc ça veut dire rayer l'État d'Israël de la carte. Est-ce que ça, c'est des paroles qui peuvent apaiser, qui peuvent... Après, Rima Hassan, elle est pour la solution... binationale, oui. Voilà, binational. Donc elle ne veut pas faire partir les Juifs israéliens de Palestine, enfin qu'on soit clair. Elle n'a jamais dit ça, elle ne le pense pas, elle ne le souhaite pas, ce n'est pas du tout ce qu'elle veut dire. La question, c'est qu'elle fait partie des gens qui ne croient pas plus malheureusement à la solution à 2 États et qui pensent du coup qu'il faut un État binational. Donc avec des Juifs et des Palestiniens musulmans, et puis des gens d'autres confessions. Et Israéliens d'ailleurs, parce que vous dites des Juifs, mais il y a des Israéliens arabes. Tout à fait. Mais ça, nous, on pousse encore pour la solution à 2 États, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'experts qui disent qu'elle n'arrivera probablement jamais, et que si elle arrive en plus, ce serait, sous les conditions actuelles, un État morcelé, c'est-à-dire un bout la bande de Gaza, un bout la Cisjordanie, pas de continuité territoriale, et c'est difficile de faire exister un État dans ces conditions-là. Donc c'est ça qu'elle veut dire. Elle n'a jamais dit qu'il fallait chasser les Israéliens de confession juive de la Palestine. C'est pas ça qu'elle dit. Donc sur la question de la légitimité, c'est ça, du Hamas, si c'est les mots qu'elle a employés? Il faudra vérifier, mais je suis quasiment... franchement, parce que moi, j'ai pas vu ça. Donc je suis toujours vérifier. très très mal à l'aise de m'exprimer sur des propos que j'ai pas vu moi-même. Je l'enlèverai, voilà. Et donc du coup... Mais on lui a posé la question, est-ce que le Hamas mène une action légitime? Je pense que c'est ça, mais on peut vérifier même maintenant. Parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, vous avez raison. Elle répond oui, c'est vrai. C'est quand même compliqué de dire ça. C'est compliqué parce qu'ils ont allé tellement loin dans l'atrocité le 7 octobre que
tout ce qui pouvait, entre guillemets... en fait, j'aime bien cette phrase qui, pour moi, résume bien la situation. Les actes du Hamas n'ont pas d'excuses, mais ils ont des causes. C'est-à-dire qu'à partir du 7 octobre et du meurtre aveugle de civils qu'ils ont commis, ils ont effacé toute la légitimité qu'il pouvait y avoir dans le fait, pour un État colonisé, d'essayer de se défendre contre un colonisateur. Et ça, c'est réel. Et on n'invente pas la colonisation israélienne. C'est documenté depuis plus de 70 ans. Ça, on pourra en parler, mais... Israël a violé quand même une cinquantaine de résolutions de l'ONU ces dernières années, ces 50 dernières années. Donc, c'est que tout n'a pas commencé le 7 octobre. Oui, d'accord, mais ça n'excuse pas... Justement, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, la phrase que je prononce, pour moi, elle est très claire. Il n'y a pas d'excuse à ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Il y a des causes. Il y a des causes, évidemment. Là, justement, c'est comme Manuel Valls qui disait comprendre, c'est excuser. Non, mais c'est-à-dire, c'est commencer le livre au dernier chapitre. Le Hamas est une organisation islamiste. Terroriste. Reconnue par la France et l'Europe. Voilà. Terroriste. Si vous voulez. C'est pas si je veux. Reconnu par la France, mais l'ONU ne reconnaît pas le Hamas comme une organisation terroriste. Et la réalité, c'est que terroriste ou pas terroriste, la question, c'est surtout qu'on ne commet pas des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qu'on soit une armée régulière ou qu'on soit le Hamas, groupe terroriste, ou armée pas régulière, ou c'était la position d'Amnesty, quelle que soit la qualification juridique que vous voulez donner à ce groupe armé. La question, c'est que ce qu'ils ont fait doit être jugé par la Cour pénale internationale, et on l'a toujours dit. Mais au même titre que de s'en prendre à des civils, d'assoiffer des civils, de bombarder des civils. C'est terrible ce qui se passe à Gaza, mais bien évidemment. Vous tous un cessez-le-feu. Mais vous voyez, l'Israël, ils ont déjà été jugés par la Cour pénale internationale. Vous parlez du génocide tout à l'heure. C'est pas la CPI qui a jugé, c'est la Cour de justice internationale de l'ONU. C'est pas la même juridiction. Okay, très bien. Et justement, il y a une procédure contre Israël qui est ouverte devant la CPI depuis une dizaine d'années, qui n'aboutit toujours pas. D'accord, mais déjà l'ONU a déjà jugé Israël. On n'a pas de jugement sur le Hamas, parce que le Hamas n'est pas considéré comme un État, comme représentant d'un État, et donc, par conséquent, il est considéré comme un mouvement terroriste. En fait, je vous demande ça, et je vous prie de me croire, juste sur une chose, ce qui se passe à Gaza, d'ailleurs, vous y étiez, vous étiez à Rafah. J'étais à Rafah, j'ai pas le droit d'entrer à Gaza. Voilà. C'est une grosse différence quand même. Non, vous avez raison. Non, mais, si j'avais pu, j'y serais entrée. Voilà. Mais vous avez pu entendre, je suppose que c'est même pas... Non, on n'entend même pas. D'accord. Vous savez, c'est le désert, c'est très particulier. Ok, très bien. Mais c'est terrible, on voit les images, comme vous le dites, on voit, et c'est horrible, vraiment horrible. Voilà. Bon. Une fois qu'on a dit ça, ce qui dérange dans les propos de la France Insoumise, c'est vous êtes de gauche ou pas, selon vous? Ouais, la France Insoumise. C'est une vraie question? Oui. Non mais je vous demande. Je suis de gauche, oui. Voilà. On est de gauche. Et donc. On est pour moi d'ailleurs la vraie gauche de rupture, en fait. Celle qui ressuscite l'idée de la gauche qui a été enterrée par le Parti socialiste pendant 20 ans. Enfin, je suis désolée. Et qui revient aujourd'hui avec vous, avec le Parti socialiste aussi? En tout cas, oui. On était très contents que le Parti socialiste adhère à la NUPES et de la ligne justement de retour aux sources, entre guillemets, d'Olivier Faure, qui est maintenant de plus en plus mise en difficulté en interne au sein de leur parti. Ça, c'est sûr. Mais ce qu'on reproche, ce que certains reprochent à la France Insoumise, c'est le 2 poids 2 mesures. On peut très bien dire à un moment donné, non mais on peut dire la réalité. Vous plaisantez. Attendez, juste je vous explique et après je vous laisse réagir. On peut très bien dire effectivement, et c'est vrai, c'est la réalité, à Gaza c'est terrible. Non, mais on parle pas du même. Attendez, 2 secondes, je termine, je vous promets, après je vous écoute. On affame des gens à Gaza, la riposte est terrible, il faut que ça s'arrête. Disproportionné. Non mais terrible, disproportionné. Je le dis si vous voulez, disproportionné, très bien. Et on peut très bien dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Oui. Dans le même... Oui, mais vous le dites pas. Mais alors, moi, si vous les terroristes, ok, le Hamas est un mouvement terroriste. Ça ne me pose aucun problème. Mais alors, au-delà de vous, la France Insoumise. Mais la question, si vous voyez ce qui s'est joué justement dans la qualification du Hamas comme groupe terroriste, c'est exactement ce qu'on craignait. C'est-à-dire un blanc-seing qui a duré pendant plusieurs mois à ce que faisait Israël au nom de la lutte contre le terrorisme. Il faut faire attention parce que le mot terrorisme, il résonne évidemment en France. Mais Victime. On oublie les otages. Laissez-moi finir ça parce que c'est quand même très important. Parce que c'est quand même très très important. Justement, d'ailleurs, la cause palestinienne qui était pendant longtemps soutenue par l'État français, y compris par le général de Gaulle, qui était une personnalité de droite, etc., a commencé à être abandonnée à partir de Sarkozy, justement après les attentats du 11 septembre, après 2001 et après la grande guerre contre le terrorisme qui a été menée par les États occidentaux. Et donc, dans le mot terrorisme se cachent beaucoup de choses. Et Poutine, par exemple, qualifie ses opposants de terrorisme. Donc, je veux dire, c'est un mot à consonance politique très, 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 très forte.
Et on a vu malheureusement dès l'annonce du blocus de Gaza à l'Assemblée nationale, Éric Dupond-Moretti, par exemple, dire qu'il y aurait un soutien inconditionnel à Israël parce qu'il menait la guerre contre le terrorisme. Et c'est là où on a été très gênés que toute une grande partie de la classe médiatique et évidemment des partis politiques de l'Assemblée et du Sénat s'engouffrent là-dedans, c'est qu'ils ne voyaient pas que créer cette rhétorique-là, ça voulait dire qu'Israël avait le droit de faire justement une réponse, mais tellement disproportionnée, parce que le terrorisme, en général, est notre ennemi, puisqu'il nous a frappés dans notre sol. Ça voulait comme dire que le Hamas était l'ennemi direct de la France et que les Palestiniens, par extension de la bande de Gaza, l'étaient aussi. C'est ça qui était dangereux dans cette doctrine, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand on voit encore François Hollande qui dit « on ne peut pas faire le même hommage » pour les victimes du 7 octobre que pour les victimes franco-palestiniennes ou françaises en Palestine, parce que être victime de crimes de guerre d'une armée régulière et être victime d'un groupe terroriste, ce n'est pas la même chose, c'est inacceptable. Ça veut dire qu'on ne met pas l'humanité des gens sur le même plan et qu'on considère que le droit international ne se vaut pas, parce que la Cour pénale internationale, elle s'en fiche que vous soyez un terroriste ou une armée régulière. Ce qu'elle juge, c'est les crimes contre des civils. Et c'est ça, nous, notre ligne, le respect du droit international. Depuis le début, on a la même position qu'Amnesty International. Voilà, et ça ne veut pas dire, et on a toujours dit, non, vous l'avez pas dit. Que le Hamas devait être jugé devant la Cour pénale internationale, on l'a dit. À partir du moment où on s'est rendu... décrédibiliser à un moment donné, et on arrêtera sur ce sujet après, mouvement de résistance, votre collègue Daniel Obono... Et justement, on a fait un communiqué de presse, franchement, une demi-heure après... qu'elle ait prononcé ces paroles-là, on a fait un communiqué de presse pour dire que non. Mais c'était maladroit, donc c'était pas juste, c'était pas vrai. C'était maladroit, et c'était plus que maladroit. C'était extrêmement choquant, parce qu'effectivement, on considère qu'à partir du moment où le Hamas, le 7 octobre, a commis des atrocités pareilles sur des civils, ils se sont exclus du champ de la résistance légitime. Et ça, c'est la position officielle de mon mouvement. Et dès qu'on a su pour la rave party, on a tout de suite été clair sur le fait qu'on voulait que le Hamas, au même titre qu'aujourd'hui le gouvernement Netanyahou et des hauts officiels de l'armée israélienne, soit jugés devant la Cour pénale internationale. Parce que ce qu'ils ont fait les uns et les autres, c'est tuer des civils. Et ce n'est pas acceptable dans le droit international. Voilà. C'est ma position, et je le pense sincèrement. Mais je vous crois. Je crois beaucoup. Vous voyez, et vraiment, c'est douloureux même d'être incompris sur ce sujet-là. Et de penser qu'on pourrait avoir une quelconque connivence avec un groupe qui prône une idéologie aussi éloignée de la nôtre. Enfin, je veux dire, entre le Hamas et nous, il y a rien en commun. Vous vous rappelez, sans transition, la première fois que vous avez voté ? La première fois que j'ai voté, c'était en 2017. Pour les présidentielles ? Pour les présidentielles. Vous avez voté Jean-Luc Mélenchon à l'époque déjà ? À l'époque... Vous avez le droit de me dire, je ne vous dirai pas. Non, je crois bien que justement... Non, pardon, je me trompe. La première fois que j'ai voté, c'était en 2012 pour les présidentielles. Ouais. J'avais voté François Hollande parce qu'on m'avait convaincu de voter utile. Et alors ? J'étais très déçue. Et donc en 2017, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Ça va, ça se passe bien. Jean-Luc Mélenchon, il est sympa parce que c'est vrai qu'il a une image un peu. Il est très sympa. Non, en vrai, c'est quelqu'un qui a un caractère, on va pas se mentir, mais c'est quelqu'un de profondément humain, de profondément convaincu par ce qu'il fait, qui a beaucoup d'empathie et qui se bat depuis tellement longtemps. Il a pris beaucoup de coups, Jean-Luc Mélenchon, et il a un caractère, mais c'est quelqu'un d'une humanité qui me touche beaucoup. À titre personnel, je l'apprécie beaucoup. Il sera candidat en 2027 ? Je sais pas. Et il vous en parle un petit peu Non, mais honnêtement, pour l'instant, rien n'est décidé, on ne s'est pas du tout tranché. D'accord. Je voulais terminer l'interview, on a presque fini avec, parce que c'était quand même le moment fort de cette semaine, la constitutionnalisation de l'IVG, c'est dur à dire pour moi. Voilà. C'est donc là, ça a été voté par le Congrès, adopté par le Congrès. C'est un point important pour l'égalité femmes-hommes, enfin même pas pour l'égalité femmes-hommes, pour les femmes tout court. Le droit des femmes, quoi. Voilà, le droit des femmes tout court, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, c'est l'égalité femmes-hommes. Je suis dans cette génération, vous savez, entre les deux, qui prend conscience, mais un peu tard, qu'on est en retard, justement. C'est quoi, là, maintenant, les prochains combats pour l'égalité femmes-hommes, selon vous ? Waouh. Si vous pouviez en choisir, et je ne sais pas ce qui va se passer, mais s'il fallait en choisir un seul, dans l'immédiat. C'est dur, hein. C'est dur à choisir. Je dirais les violences sexistes et sexuelles, vu le nombre de femmes qui meurent sous les coups
de leur conjoint ou ex-conjoint ou concubin, ex-concubin, c'est catastrophique. Et donc effectivement, puisqu'on parle de vie et de mort, à mon avis, c'est voilà, la priorité des priorités. Mais évidemment, la question de l'égalité salariale, enfin tout ça, ça se On a pose. progressé un peu sur l'égalité salariale, un petit peu. Un petit peu, Ouais. mais franchement, on l'a vu pendant la réforme des retraites, ça fait des ravages. Ouais. Soi-disant une réforme féministe, en fait, la manière de compter les annuités, etc., va être très, 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 très négative pour les femmes. Et après, la deuxième priorité, selon vous? Ah, bah, je vous ai dit, donc... Il y en a trois. Il y a donc l'égalité, il y a les violences sexistes et et sexuelles, sexuelle. les salaires, égalité des salaires. Et d'ailleurs, en fait, la victoire qu'on a eue sur l'IVG n'est que le premier pas, parce qu'en réalité, si vous avez lu la rédaction justement Pour issue les Europes, ouais. des négociations du Sénat, c'est pas un droit, c'est une liberté C'est qui une est, liberté. voilà, qui est Je suis garantie. complètement d'accord avec vous. Et il y a la question de l'effectivité. Et ça, bon, au Conseil constitutionnel qui a le droit maintenant, depuis la réforme conduite par Nicolas Sarkozy, de contrôler l'application d'une loi et la constitutionnalité de l'application d'une loi, peut-être que je vais perdre les gens là, Ouais. mais en gros, au Conseil constitutionnel de dire est-ce que cette liberté est vraiment garantie dans les faits ou pas. Mais on sait, notamment avec l'effondrement du système de santé en général, enfin voilà, qu'on a un vrai, vrai gros enjeu à faire que cette liberté, on aurait voulu que ce soit marqué droit déjà, soit garantie dans les faits à égal accès territorial, etc. Et ça dépend aussi du fait qu'on arrive à sauver notre système de santé en général qui s'effondre littéralement, quoi. Avec encore, on a vu Anissa qui est morte en décembre en fait aux urgences, mais ça ressort maintenant. Mais il y avait aussi Lucas qui est mort en décembre. Ça fait 2 jeunes de moins de 30 ans qui décèdent de mauvais diagnostics dans le couloir d'attente des urgences ou juste à la sortie parce que nos urgences craquent. L'OMS dit qu'il y a 50 000 personnes qui meurent en France de mauvaise prise en charge aux urgences. Fou, hein. Ouais, c'est terrifiant. Et c'est un non-sujet. Enfin, ça commence à être un sujet politique, mais ça fait des années qu'on laisse la situation empirer. Et maintenant, les gens ont peur d'aller aux urgences. Et c'est pas du tout la faute des soignants, qu'on soit clair. Parce qu'en plus, des fois, je vois des articles passer... C'est juste qu'ils sont débordés. Ou voilà, en gros, qui laissent un peu entendre que c'est que des erreurs médicales, etc. Mais c'est juste comment vous faites quand vous avez que des cas super urgents, des gens qui crient dans le couloir, il n'y a plus de brancard, etc. C'était le cas de Lucas, il y avait un patient qui était par terre parce qu'ils n'avaient même plus de brancard dans les urgences. Enfin, vous ne pouvez pas traiter tout le monde et c'est comme ça que ça finit. Voilà. Et donc, pour l'IVG et pour globalement le droit des femmes à leur santé en général, ça, c'est une bataille aussi qu'il faut mener très fort. Et pour les maternités aussi... pour celles qui veulent justement avoir des enfants, on a un vrai problème de fermeture de maternité de proximité, dans les petits territoires, effectivement. Bon, c'est terminé. C'est terminé. Ça va, ça a été. C'est un peu tendu, non? Hein? À certains moments. Bah, vous me cherchez sur des sujets qui me tiennent à cœur. C'est aussi ça la politique. Bien sûr. Non, mais sur Gaza, je conçois pas dans notre époque et ce que notre société est capable de regarder, laisser faire en fait. Enfin, vraiment, je ne conçois pas la réaction, l'inaction totale du gouvernement français et l'indifférence d'une partie des responsables politiques m'écœure. Voilà, je vais le dire clairement. On parle quand même d'une situation humanitaire qui est épouvantable, qui est filmée en temps réel. Et pour moi, c'est en train de défigurer l'idée que je me fais de l'humanité si on n'est pas capable de faire plus, quoi. Pour moi, voilà, c'est notre devoir de montrer qu'on est très clair sur le fait qu'on ne peut pas massacrer un peuple à ce point-là, affamer un peuple à ce point-là, en 2024, ce n'est pas possible. Voilà. Bon, comment vous les sentez pour terminer les européennes? Vous pensez que vous allez faire un score? Bah écoutez, on le sent bien, on va voir. Écoutez, c'est aussi nous, notre objectif, c'est de faire reculer l'abstention le plus possible, année après année, de faire participer les jeunes. On va tout donner, on verra, on fera le bilan après. On espère faire un beau score. On espère que les gens comprennent que sur les sujets européens, on est très clair et on a une stratégie très très claire pour changer l'Europe, justement, contrairement même aussi aux partis de gauche qui partent seuls, qui en fait disent l'inverse au niveau national, que leur groupe auquel ils appartiennent vote au niveau européen. Et ça, pour moi, c'est très problématique. Soit on dit je pars avec la France insoumise dans un groupe plus à gauche, on va dire, qui comprend d'autres pays, parce que ça ne me convient pas, soit je dis je vante un peu mon groupe européen, mais j'assume ses votes. Or, ce n'est pas du tout ce que fait le PS ou même les Verts aujourd'hui sur les traités de libre-échange. Le groupe PS, auquel appartient le PS, vote en majorité écrasante pour, mais on a des députés qui disent que ce n'est pas bien ici. Pareil sur la réforme du marché de l'électricité, etc. Pour moi, c'est dommage, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est plus d'accord finalement entre nous, députés de la NUPES, sur les sujets européens d'ampleur, qu'ils le sont avec leur propre groupe. Or, ils ont mis en scène des divisions soi-disant insurmontables pour justifier de partir seuls. Et c'est dommage.
Bon, c'est un gros enjeu, ces élections européennes. C'est un gros enjeu, bien sûr, et j'appelle tout le monde à s'inscrire, vérifier qu'il est bien inscrit avant Oui, le 3 mai. On peut le faire, ça, c'est très facile à Voilà, faire. c'est très très facile. Vous avez mis un site d'ailleurs, je crois, Oui, en qui place. s'appelle On s'inscrit, on vote insoumis. Vous pouvez aller voir son nom et. Exactement, c'est pour vous faciliter les choses. Donc, si vous voulez passer par ce site, nous, ça nous fait plaisir. Et sinon, évidemment, la date de l'élection, c'est le 9 juin. On ne le dira jamais assez. Un seul tour. Ouais. Merci beaucoup pour votre franchise et pour cet échange. Et bon travail. Et puis, comme demain, on est mercredi soir, demain c'est jeudi, vous avez une loi qui va passer sur la fast fashion. La PPL fast fashion, qui est là pour encadrer des très très mauvaises pratiques de l'industrie textile qui n'ont que trop duré. Voilà. Et bon courage pour ça. Merci.